Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Voici la dernière publicité. Publicité, disons, propagande pour la vax. Alors attention, je commence. Face à la menace, oui, parce qu'il faut générer la peur, de la grippe et du Covid-19, là c'est de bonnes raisons, ne réfléchissez plus, vaccinez-vous. Alors là, c'est la chute, l'apocalypse publicitaire pour que vous succombiez à l'injection. Il faut bien comprendre que l'État, étant en déficit, ne peut se permettre une campagne publicitaire digne de ce nom. Alors, ne réfléchissez plus et engagez votre potentiel financier pour aider l'État. Face au mépris de l'intelligence, nous espérons tout de même une réaction des milieux encore autorisés à la dite réflexion. Bonsoir à vous et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe et Jean-Pierre. Nous sommes en comité un peu restreint ce soir, mais bon, ça va aller quand même. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à Jean-Pierre qui est en mode caché ce soir, mais qui est bien avec nous. Donc on est bien 3 et pas 2. On essaiera de voir quand il voudra prendre la parole. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent évidemment. Aujourd'hui c'est une veillée d'armes en quelque sorte, hein, puisque demain c'est tout simplement les élections aux États-Unis d'Amérique. Il va se passer des choses, il va y avoir des événements également sur l'Europe qui sont prévus, qui sont importants. On va pas les désigner tout de suite. Et puis voilà. Et puis maintenant on en est au pronostic de ce qui va se passer, quel que soit le candidat retenu aux États-Unis d'Amérique. Et bizarrement, tout le monde tombe à peu près d'accord sur le fait qu'il va y avoir des troubles sociaux, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, qui soient réputés gagner les élections, puisqu'il va falloir du temps pour en avoir la certitude, dans un sens comme dans l'autre. Ce temps d'ailleurs pouvant être interrompu par des interventions, pourquoi pas militaires, puisqu'on sait que les militaires ont réuni un certain nombre de preuves, un certain nombre d'exactions, et que si les choses n'allaient pas dans le sens de la logique, tout simplement de la logique, eh bien ces militaires se montreraient le bout de leur nez. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Donc voilà, donc moment grave. Ce qui nous emmène vers des débuts de conclusion, hein, ou en tout cas de bilan en Europe plus précisément, et notamment en Espagne où on est tous encore sous le choc de ce qui s'est passé pour ces pauvres gens qui ont été certains écrasés, d'autres noyés, coupés en deux, etc. Enfin, c'était une horreur avec la projection d'eau à Valence. Qu'elles viennent du ciel ou qu'elles viennent surtout du fleuve, c'est parce que c'est par là que les plus grands dangers sont arrivés. Et ça pose la question de l'utilité des barrages, de la façon de s'en servir. Alors, on n'est pas des spécialistes ici, mais on a le droit quand même de poser deux, trois questions. Comment se fait-il que les gens, notamment, ne soient pas prévenus avant, alors que les autorités sont au courant? Alors, c'est des questions qui ont été posées, hein, et je suppose que c'est pour ça qu'un certain nombre d'officiels qui se sont rendus sur place se sont fait traiter d'assassins par les régionaux de l'État, hein, si je puis dire, par les gens qui étaient victimes. Pourquoi assassins? Parce que ça aurait été bien de prévenir. On serait peut-être moins, il y aurait moins de morts et moins de pleurs, hein, je dirais. Hein. Et c'est vrai, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que les avertisseurs sonores sur les téléphones des différentes personnes n'ont sonné que lorsqu'ils étaient debout sur leur toit, quoi, hein, voilà, le toit de leur maison, je veux dire. Hein. Donc c'était compliqué. On n'a pas toutes les réponses à ces questions. Manipulation, est-ce que tout ça est-il naturel? Ces choses qui sont arrivées, ces catastrophes qui sont arrivées, sont-elles naturelles ou pas naturelles? J'ai envie de dire il y a un argument pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un certain, pour le côté naturel des choses, c'est qu'effectivement toutes les surfaces ou beaucoup de surfaces ont été bétonnées, goudronnées, formant en quelque sorte matière à une autoroute de passage de l'eau, des eaux qui débordent des rivières. Hein, donc, puisqu'il n'y a plus de possibilité pour la terre pour l'eau, pardon, de s'enfoncer dans la terre, eh bien évidemment, elle glisse sur l'autoroute bétonnée, quoi. Elle arrive dans les zones d'habitation en détruisant tout. Donc ça, c'est plutôt naturel, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de la part des groupes humains, probablement des ingénieurs et probablement aussi des politiciens, des politiques qui ont accordé des permis de construire là où ils n'auraient pas dû en accorder, qui ont fait des routes là où il aurait fallu laisser en champ, etc., etc. Ça, c'est de la gestion du terrain, c'est vieux comme le monde. Des accidents dus à ce genre d'impéritie, c'est-à-dire de mauvaise prévision des choses. Ces accidents-là, ils ont toujours existé. Voilà, moi, je me souviens d'un livre quand j'étais enfant qui s'appelait Le Petit Chose, qui était un livre d'Alphonse Daudet, dans lequel on voyait toute la famille du jeune homme disparaître dans un torrent qui avait grossi à cause de la pluie. Et la description est saisissante. Ça m'avait d'ailleurs assez choqué quand j'étais enfant. Et je me disais que ça, c'était d'un autre monde, que ça n'existait plus depuis l'époque où ça avait été écrit par Monsieur Daudet. Ben, je me trompais, hein, visiblement. Et là, on vit les mêmes choses en pire, avec des phénomènes d'accélération dus à l'industrialisation, si on peut dire, des voies navigables, des voies de routières, et qui fait que tout ça s'accélère. Lorsque les événements ont lieu, c'est plus grave que s'il n'y avait pas eu de bétonnage.
Les phénomènes météorologiques ont toujours existé, donc plus on trouve qu'ils sont rares et plus on va dans le passé pour vérifier qu'il y en a bien eu d'autres avant, donc c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que c'est cyclique et que quand on est à la fin d'un cycle, on a tendance à ne plus se souvenir qu'il y a eu des catastrophes avant. Et la nature se rappelle à notre bon souvenir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis, deuxièmement, il y a l'étonnant de ceux qui pensent que c'est quelque chose de provoqué. Alors, on est tous au courant du fait que le système HARP, H2ARP, pardon, est un système qui permet d'interagir notamment sur la couche nuageuse et qui permet de faire tomber de l'eau en quantité et qui peut donc créer des catastrophes, voire des ouragans, des vents violents, que sais-je encore. Tout ça est à la portée de la fabrication des hommes. Alors, pas de vous et moi, hein, mais des États, évidemment, qui nous cachent cette capacité pour faire passer les accidents météorologiques qui arrivent pour des choses liées au réchauffement climatique, n'est-ce pas? Donc là, il y a une stratégie aussi, une façon de présenter les choses qui fait que c'est jamais de leur faute de toute manière, mais ce sera la faute du réchauffement climatique qui lui-même est de notre faute à nous. Alors individuellement, hein, c'est vous et moi, nous sommes responsables du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. C'est tout à cause de notre activité. Hein, on est bien d'accord. Bon voilà, donc ça c'est ce que nous pouvons constater. Alors, avant que j'aille un peu plus loin sur le détail et la manière de décortiquer ce qu'on peut penser dans l'analyse de toutes ces choses-là, eh bien je souhaite passer la main à Sylvain. Qui a des choses J'ai vu un petit reportage dernièrement qui comparait justement le comportement des pervers narcissiques avec la politique actuellement qu'il se passe et les Français. Et c'est vrai que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on nous culpabilise, on nous offre, on nous enlève toute capacité de pouvoir réagir. En fait, je crois que je vais donner le lien de ce reportage en dessous de l'émission, qui est très intéressant. Dans l'immédiat, on va s'intéresser à la visite de Monsieur Macron au Maroc. Alors vous avez vu les images sur les grandes chaînes, hein, évidemment sur les médias, BFM et autres. Alors vous avez vu ce qui se passe devant la scène. Moi, je vais vous montrer ce qu'il y a backstage, derrière la scène. La visite de Macron au Maroc. Oui, alors, vous voyez qu'on est à Casablanca. On avait envisagé de faire un sitting. On avait envisagé de faire un sitting pour protester contre la venue de ce génocidaire de Macron. Et voilà comment les ordres sont descendus. Je pense même pas de Rabat, de Tel Aviv, pour nous interdire tout sitting en prétextant qu'on n'avait pas d'autorisation. Or, je rappelle que dans la Constitution, on a le droit de faire un sitting, monsieur, je vous le répète encore une fois. Et donc, du coup, on nous a interdit, il y a eu de la bousculade, il y a eu des personnes qui sont tombées par terre, tout ça, parce qu'on voulait dénoncer la venue de Macron, qui, je vous le rappelle, est déjà parti de Rabat. Donc, je vois pas pourquoi on nous interdit un simple sitting pacifique. C'est une honte. C'est une honte pour nos autorités, c'est une honte pour notre pouvoir, c'est une honte pour toutes les personnes qui se disent un pays de droit soi-disant de l'homme. Donc voilà, on refusait la présence de Macron. Ce que vous avez vu à la télé, c'est du cinéma. Personne n'a voulu la présence de Macron. Il a du sang sur les mains. Il donne des armes aux génocidaires, aux Israéliens. Il fournit des armes. Donc, et il est venu nous dire à nous, ici, dans le Parlement, que c'était des barbares, les résistants. Et nous, on doit être contents de le recevoir. Monsieur Macron, vous vous trompez, le Marocain ne veut pas de vous, ne veut pas de votre sale argent. Ceux qui vont accepter le sale argent de Macron, c'est une petite poignée de personnes qu'on connaît. Nous, on refuse. Et vous voyez des centaines de flics pour nous interdire juste une manifestation pacifique et non à la normalisation. Voilà. Voilà les images que l'on a vues évidemment sur les chaînes que l'on connaît en France, nous montrent des applaudissements, etc. Et de l'autre côté, voilà, il se passe ça, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment contents de sa venue. Ils ont dit que c'était un monsieur génocidaire. Génocidaire, bah oui, évidemment, pour les raisons qu'elle a évoquées d'ailleurs, parce qu'il donnerait des armes, enfin c'est pas il donnerait, il envoie des armes à Israël, donc pour participer à une guerre que certains appellent un génocide. Voilà, alors je sais pas si Jean-Pierre veut ouvrir le feu sur les commentaires. Est-ce que tu nous entends, Jean-Pierre? Est-ce que vous m'entendez? Faiblement. Ah, et comme ça, c'est mieux? Non, non plus. Ça va Bon, bientôt être mieux. Alors, ça va bientôt être beaucoup mieux parce que tu fais ah bah alors je commence et tu prendras la suite. Alors cette jeune femme, elle a raison sur au moins un point, c'est que la loi ne lui interdit pas de faire un sit-in, la loi marocaine évidemment, hein. Mais quel que soit le pays qui reçoit je dirais un représentant d'un autre pays et a fortiori le président de ce pays, le pays d'accueil se doit de nettoyer un petit peu les abords, parce que si jamais il y avait un sit-in en guise d'accueil
il y avait un sit-in de la population pour dire non à ce monsieur, ça serait un manque de respect de la part du gouvernement qui aurait laissé ce sit-in avoir lieu Bonsoir. en guise de bonsoir Jean-Pierre, en guise de préparation de la venue de ce monsieur dans ce pays. Donc on peut pas imaginer, quel que soit le type de pays, quel que soit même si Macron va aux États-Unis, on ne verra pas les gens qui protestent contre lui. Et ça c'est vrai dans toutes les visites d'État. Les caméras n'ont pas pour métier de rapporter les gens qui contestent, elles ont plus pour métier de rapporter là où ça s'est bien passé, parce que on est dans un échange entre deux États, et l'échange entre deux États ne peut être que pacifique dans un premier temps en tout cas. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle a raison sur le fond, évidemment, hein, sur l'histoire des armes, sur l'histoire de que les Marocains majoritairement n'ont rien à faire de l'argent de Monsieur Macron, ce que je trouve amusant comme réflexion, parce que il y a que les Africains pour penser que Monsieur Macron a de l'argent. Hein. Monsieur Macron, il en a pas à titre de président, il en emprunte sur les marchés internationaux, enfin sur les marchés mondiaux financiers, et donc ce qui fait qu'il creuse la dette, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le financement par la dette. Et tous les cadeaux qu'il fait sont faits avec un argent qui ne lui appartient pas. Et dont nous allons nous payer les conséquences, puisque c'est à nous de payer la dette avec le produit de la dette, enfin je sais plus comment on appelle ça, la charge de la dette, enfin ce que la dette génère en frais supplémentaires. Et donc, voilà où nous en sommes. Donc, M. Macron, il n'a pas d'argent. C'est là où cette dame fait une petite erreur, mais bon, on lui pardonne. Voilà, mais tout ça pour dire que chaque fois qu'on parle de Macron quelque part, en off, c'est jamais en bien, mais bon, c'est dommage. Il représente la France, c'est jamais en bien, c'est dommage aussi. Voilà, donc une confirmation de ce que Monsieur Macron ne nous dit pas les raisons profondes de ses visites à l'étranger, car on se demande toujours ce qu'il va faire, soit au Maroc, soit au Kyrgyzstan ou je ne sais où, pour aller sûrement chercher des matières premières, pour aller chercher des modes de remplacement de ce que nous avons perdu, nous Français, alors en tout cas l'État français, hein, je précise, l'État français en Afrique, où nous avions quand même un pied plus qu'un pied, et nous avions des accords économiques alors, qui étaient frauduleux, qui étaient souvent abusifs d'ailleurs, et qui sont en train de se régler, puisque maintenant il y a 3 pays d'Afrique qui se sont unis pour des projets communs, ce qui sont très bien. Et puis ils se font aider par d'autres nations que la France, parce que la France s'est fait mettre un coup de pied aux fesses. Donc on a perdu quelque chose d'un simple point de vue économique. Donc il faut bien que Monsieur Macron se transforme en VRP et aille chercher des solutions alternatives sous d'autres cieux. Donc voilà, donc c'est bien, il va dans tous les sens. Voilà Jean-Pierre, est-ce que toi tu as un commentaire à faire sur ce que nous avons vu et entendu? Euh, oui, ça m'étonne pas trop en fait qu'il y ait une telle différence entre ce qu'on nous montre à la télévision, enfin ce qu'on ne montre pas puisque je ne la regarde pas, euh, et la réalité des choses. Bon, maintenant, les gens du peuple ne sont pas dupes. Euh, je laisse à tous les gens qui veulent continuer à gouverner le monde, à faire semblant de gouverner le monde et à l'entraîner en enfer, eh bien, charité bien ordonnée, s'ils veulent être en enfer, je les en empêche pas. J'ai même de la compassion, parce que c'est une forme de maladie, et je souhaite qu'ils accèdent un jour à leur rétablissement. Maintenant, les gens du peuple, ils se font pas avoir comme ça, et ça vaut pas un clou, quoi. Ce qu'on nous raconte à la télé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne la regarde pas. Merci d'avoir entendu. Mais Jean-Pierre, ce n'est pas toi qui regarde la télé, c'est elle qui te regarde. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. On est observé de partout. Et là c'est le cas, nous sommes en train de parler à quelques personnes en France ou ailleurs, dans le reste du monde, et c'est eux qui nous regardent également. Hein. Donc on les salue. Oui, moi ce que je voudrais faire, c'est revenir rapidement sur la notion d'étrangeté et de questions posées. Voilà, notamment en ce qui concerne les inondations qui sont arrivées alors aux États-Unis dans un premier temps, en Floride, en Caroline du Nord, puis maintenant en Espagne. Espagne, c'est à côté de chez nous. Hein. Demain, ça sera peut-être nous. Si il y a des technologies qui permettent de nous transformer en zone catastrophée, quoi. Et apparemment, des technologies nous le permettent. Il suffit qu'il y ait une volonté humaine pour que ça se passe.
Et c'est bien difficile après de prouver que c'est pas naturel ou que c'est naturel. C'est voilà, c'est toujours la difficulté qu'il y a à apporter la preuve du contraire dans ce genre d'aventure. Mais on est obligé de relever des coïncidences étranges. Alors là, ce que je relève, c'est que il y a des projets qui consistent à dire, bah, puisque c'est comme ça avec les barrages, on va arrêter les barrages. Et comme ça, on va revenir à l'ancien, et comme ça, les eaux vont pouvoir repartir sur les côtés et pas au milieu, dans un canal très 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 précis qui a tendance à déborder violemment quand il y a des intempéries. Voilà. Alors ça, c'est très étrange, ça, parce que ça déclarer ça après juste entre guillemets juste, hein, mais une seule aventure, une mésaventure de ce genre qui est grave, mais en Espagne. C'est aller vite en besogne, quoi. J'ai vu ces propositions qui ont été faites déjà, hein, qui sont déjà faites, qui sont déjà sur la table en Espagne. Hein. La problématique, c'est que ces barrages, s'ils ont été faits, c'est pas simplement pour réguler des passages d'eau. Alors, je sais pas dans le cas de l'Espagne, mais je suis sûr que dans le cas de la France, les barrages, ils ont été construits en priorité sur des fleuves importants comme le Rhône, qui avait donné l'occasion après la Deuxième Guerre mondiale de créer la Compagnie nationale du Rhône, qui avait pour mission de créer des barrages qui eux-mêmes avaient pour mission de créer de l'électricité, figurez-vous. Hein. Quand même, il y a un petit peu d'énergie qui sort de tout ça, avant que nous n'arrivions en France toujours au nucléaire. Et aujourd'hui, on constate que si on fait disparaître les barrages, ben on va faire disparaître une partie, en tout cas en France, hein, on va faire disparaître une partie des capacités de production d'électricité, sachant que parallèlement, dans des zones comme la Hollande, les Pays-Bas, eh bien, figurez-vous qui avait échappé à ma vigilance, c'est que les États du Nord, notamment le Groningue, qui est un État du nord des Pays-Bas, est un gros producteur de gaz naturel, car il y a sous son sous-sol des gisements énormes. Alors, je dis pas que c'est les mêmes gisements qu'en Russie, hein, mais je dis que ce sont des gisements. Ben, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé suite à Nord Stream 2, c'est-à-dire la suppression du flux venant de Russie de gaz? Eh bien, il s'est passé que récemment, les réserves de gaz du Groningue ont été fermées à l'accès, quoi. On a fermé le robinet. Tac, terminé, fini. Ah bon? C'est quand même bizarre. On n'a plus de gaz, on se plaint qu'on n'a plus de gaz et on ferme le robinet du Groningue. Ça me fait penser à, on n'a plus d'électricité, mais on ferme les centrales nucléaires en France. Il n'y a pas un truc qui grince un peu dans le cerveau, là? Il y a quelque chose qui me titille. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous concocter? La fermeture des sources d'énergie, quoi. Et si c'est la fermeture des sources d'énergie, c'est soit qu'ils vont proposer bientôt d'autres sources d'énergie, peut-être, ou que tout simplement ils nous coupent de l'énergie comme on coupe de l'approvisionnement de la nourriture, par exemple. Bref, on est sur des coupures, quoi. Hein, voilà. Voilà ce qui me titille un petit peu. Et puis pour la suite, eh ben je vais laisser Sylvain nous introduire le sujet de la soirée. Ah, Philippe, tu parles de coupure d'électricité, de choses comme ça, mais il y a une vie bien plus simple, comme les Amish par exemple, ils sont connus pour mener une vie, oui, bah simple, pacifique, un petit peu austère quand même, évidemment, hein, en se refusant à tout ce qui est moderne. Ils se tiennent à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. Quelle bonne chose pour eux. Et la question qu'on va se poser ce soir, bien, faut-il être comme les Amish? Eh oui, et on va citer le regretté Coluche, comme on le fait souvent ici, et qui nous disait, en parlant des dirigeants qui s'adressaient à nous, dites-nous de quoi vous avez besoin et on va vous expliquer comment vous en passer. Alors ça, c'est génial. Et là, on est en train de nous expliquer comment on va se passer du gaz, comment on va se passer des routes, comment on va se passer des voitures, parce qu'on n'aura plus de voitures, comment on va se passer de plein de choses. Et on va revenir, je dirais pas à l'âge de pierre, n'exagérons rien, mais à une époque qu'on n'avait pas imaginé qu'on revivrait, quoi. C'est-à-dire marcher au lieu d'aller en voiture, aller dans des villes de 15 minutes. Vous savez ce que c'est que les villes de 15 minutes? C'est celles où vous faites tout ce que vous avez à faire dans votre vie au quotidien en 15 minutes. Alors avec des moyens de déplacement idoines, hein, c'est-à-dire vous avez plus votre voiture, vous avez des trottinettes. Vous avez pas, quand vous prenez une voiture, il faut au moins être 2 ou 3 ou 4 dedans, sinon vous n'avez pas le droit de circuler, etc., etc. Donc il y a toute une organisation qui est prévue. Alors ça paraît totalement utopique, mais
Je vais revenir à niveau vers un pays comme la Hollande, enfin en tout cas Néderlande et les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont en train de tester tout ça. Donc ça n'est pas de l'utopie. C'est les villes de 15 minutes, c'est en cours. Allez chercher vos exemples dans ce pays où ils sont en train de voilà. Alors pour certaines personnes, c'est très bien. Hein. Elles sont déjà en centre-ville, ça change pas leur vie. Elles s'aperçoivent qu'elles vivaient déjà dans une ville de 15 minutes. La nouveauté, c'est que maintenant, ça va être institué, instauré, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus sortir de ce schéma. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que nous Français, on va être concernés comme tous les autres. Hein, c'est un plan international et même un plan, oui, mondial. Hein, toujours par les mêmes personnes. L'agenda 2030 est derrière tout ça, si je puis dire. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors une sorte de régression. Ça ne veut pas dire qu'on fera pas des progrès dans d'autres domaines. Ça ne veut pas dire qu'on remplacera pas, par exemple, l'énergie pétrole ou l'énergie gaz par une autre énergie, par exemple l'hydrogène. On lit par exemple que des sociétés comme Airbus travaillent sur des solutions d'énergie à l'hydrogène pour les avions. Donc ça c'est très bien, c'est très novateur. Évidemment, ça fait des années qu'ils sont sur l'affaire, mais pour l'instant, la filière énergétique kérosène, c'est-à-dire pétrole, était beaucoup plus rentable pour un tas de gens. Et donc c'est la raison pour laquelle elle est maintenue encore aujourd'hui comme une filière principale d'énergie, mais on nous la coupe peut-être pour nous dire ben voilà, il va falloir penser à changer de système, à changer de filière. Sauf que l'hydrogène, ça vaut beaucoup moins cher, en tout cas en théorie, que le pétrole. Et donc les perspectives de rendement pour ces messieurs en haut lieu, pour ce nouvel ordre mondial, sont évidemment moins intéressantes. Alors on ne connaît pas les plans qu'ils mettent en œuvre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle échéance, sous quel délai ils vont nous imposer d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène, pourquoi pas, ou d'autres énergies encore qui font l'objet de brevets. Est-ce que le Conseil national de transition canal historique est contre le progrès? Pas du tout. Il est au contraire favorable au progrès qui nous est interdit d'accès aujourd'hui parce que beaucoup de brevets ont été, je dirais tout simplement boycottés. Enfin, ils ont été mis de côté, soit achetés par les très gros qui les mettent effectivement, qui ont mis le coup dessus, soit par des petits qui n'ont pas les moyens de le développer par eux-mêmes, leurs solutions. Mais ces solutions, nous savons qu'elles existent. Donc au CNT-FCH, on est évidemment tout à fait enclin à promouvoir des vrais progrès, c'est-à-dire des progrès qui font avancer la liberté et le confort de l'humanité. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors il y a un changement de système qui est quasiment prioritaire. C'est de changer de système politique. Parce qu'il n'y a pas de système politique actuellement. Je rappelle le sens du mot politique, la vie de la cité. Tous ces gens-là ont organisé la mort de la cité et la mort des citoyens. Donc, instaurer un vrai système politique, citoyen et démocratique, ça, c'est un changement de système absolument nécessaire. Après, nous verrons à changer les systèmes énergétiques et autres. Merci d'avoir entendu. Oui, absolument. Donc, je reviens sur l'idée que la société minimaliste qu'on nous promet dans les villes de 15 minutes, c'est une société minimaliste, on aura un peu d'énergie à dépenser, on va faire des choses à pied, on va être les esclaves de ces messieurs, il y aura probablement une disparition d'une grande partie de la population, c'est ce qui nous est promis, hein. Je ne fais que répéter ce que le nouvel ordre mondial nous promet, et en particulier si Madame Harris passe aux élections, soyons clairs. Hein. Ça, elle est représentante de ce projet. Voilà, ça c'est tout à fait clair. Donc, est-ce que nous serons dans une logique minimaliste, voire même régressive au niveau technologique, ou bien est-ce qu'on sera dans une société de progrès? Bon, bah ça sera l'avenir le dira, je dirais. Mais dans le cas des Amish, alors on va parler un petit peu des Amish. Vous savez, c'est un groupe de personnes religieuses c'est un groupe qui s'est fondé au XVIIe siècle. Bon, je suis pas spécialiste de la question, mais grosso modo, ce sont des gens qui ont choisi de vivre un peu différemment dans la chrétienté et qui sont anabaptistes, c'est-à-dire qui partent du principe que les baptêmes ne peuvent se faire que lorsque l'être humain est adulte et non pas quand il est bébé à la sortie du ventre de sa maman. Bon, voilà, ce sont des différences de points de dogme qui les opposent à Rome, comme on dit, au Vatican. Donc ils ont été classés comme secte. Alors ils n'ont pas été poursuivis par des troupes diverses et variées. Ils ont eu cette chance.
mais parce qu'ils étaient en Suisse, donc une zone un peu plus pacifiée. Après, ils sont passés au XVIIe siècle en Alsace notamment, et il y a beaucoup de points d'ancrage de ces communautés religieuses. Et puis, les pérégrinations de l'histoire, ils ont atterri, entre guillemets, pour la majorité d'entre eux, du côté de la Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Voilà, où c'est là que la plus grande communauté existe. Et le tout, l'ensemble de la communauté doit représenter à peu près 300 000 personnes, hein, pour situer la masse. Alors, qu'est-ce qu'ils font pas? Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vivent comme au 19e siècle, ce qui est très bien quand on est au 19e siècle. Donc, sur un pied d'égalité, ils étaient tout à fait au 19e siècle, en tout cas, ils étaient tout à fait dans la logique du monde autour d'eux. Il n'y avait pas de différence. Et puis, à mesure que les événements de progrès technologiques sont intervenus en Occident en particulier, eh bien, ils se sont décalés. C'est-à-dire qu'ils ont refusé l'apport de ces nouveautés, l'apport de la voiture, par exemple, l'apport du moteur atmosphérique. Donc, ils sont restés avec la charrette à cheval. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je dirais la plus grande difficulté, c'est qu'ils sont sans téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont refusé la technologie du téléphone filaire dans les premiers temps de cette technologie, puis désormais hertzienne, évidemment, qui apporte quand même un certain nombre de solutions. Et c'est un vrai problème parce qu'ils ont des enfants qui écoutent leurs parents, évidemment, mais qui rencontrent quand même aussi des gens du monde extérieur à leur communauté, et qui voient bien que le téléphone, c'est quand même très pratique pour discuter avec les copains. Et donc, ça crée des dissensions, ça crée des échappements. Il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de jeunes gens qui décident de quitter leur communauté pour aller vivre leur vie. Bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est leur problème, je dirais. Mais eux sont avant tout des paysans, c'est-à-dire des fermiers. Et dans ce métier-là, à l'ancienne, ils excellent. Et pour cause, puisque toute la tradition du fermage et de la ferme en général est en train de disparaître dans le monde, tout simplement, et en particulier aux États-Unis, avec les immenses plaines à blé qui sont mécanisées au maximum. Évidemment que les Amish ne sont pas du tout dans cette logique-là. Alors, on pourrait se dire, c'est des gens qui marchent à l'envers, c'est des gens qui ont décidé de régresser, c'est des gens dont la santé va se dégrader rapidement parce qu'ils n'accèdent pas aux soins dentaires, ils n'accèdent pas aux soins de ceci, aux soins de cela. Voilà. Alors, il y a eu une étude récente, vous savez, vous inquiétez pas, je vais retomber sur mes pieds, hein. Il y a eu une étude récente qui nous a expliqué que les amis, justement, il était important d'aller vérifier dans quelle mesure ils ont été victimes, ou pas d'ailleurs, hein, de la Covid-19. Et voilà, on y revient, hein. Et donc, il y a eu une étude récente faite et pour aller prouver que ces gens-là, ils n'avaient pas de défense, ils n'avaient pas de défense immunitaire, ils n'avaient pas de ceci, pas de cela, et qu'ils étaient ouverts aux quatre vents à la moindre épidémie. L'étude a été faite. Ce sont des gens, comme je vous l'ai à peu près expliqué, qui n'étaient pas fermés à l'extérieur, qui laissaient leurs ressortissants aller et venir. Donc, il n'y a pas de barrière, biologique. Eh bien, on s'est aperçu qu'ils avaient été impactés par le Covid-19 dans 0 cas. 0 cas de Covid-19. Alors mince alors. Je pense que ceux qui s'étaient lancés dans l'étude voulaient prouver l'inverse. Ils auraient pu, biologiquement, n'étant pas barrés biologiquement, être influencés évidemment par cette pandémie. Eh ben, non seulement ils n'ont pas été influencés, mais il n'y en a aucun qui a été malade. Et quand ils font un bilan général pris au hasard, on va dire, de santé de toutes ces personnes, ils s'aperçoivent qu'ils ont une santé de fer, quoi. C'est parce qu'ils ont été vaccinés? C'est pour ça qu'ils ont été malades. Ils ont été vaccinés à je sais pas quoi, mais à l'eau claire, on va dire. Et donc voilà le genre de découverte qu'on est amené à faire au coin du bois, comme ça. Tiens, mince, les amis, je comprenais pour des retardés, ils sont en fait en pointe sur tout ce qui concerne l'évitement d'une maladie qu'on a appelée Covid-19, dont on cherche toujours d'ailleurs les origines, hein, je rappelle. Mais surtout la vaccination, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vaccinés, évidemment. Donc on ne peut pas supposer que quoi qu'il arrive, ça vienne de la vaccination, puisqu'il n'y a pas eu de vaccination, évidemment, hein, parce qu'ils étaient contre la vaccination, de la même façon qu'ils sont contre le service militaire. Enfin, ils ont un petit peu de frottement avec les autorités en général. Bon, certaines adhèrent les laissent faire ce qu'ils veulent, d'autres les obligent à faire le service militaire, comme on pourrait les obliger dans pas longtemps à se faire vacciner contre je ne sais quoi. Mais pour l'instant, ils résistent. Donc, en résistant à cette vaccination, on s'aperçoit qu'ils sont d'une santé de fer. Alors que nous qui sommes vaccinés, on n'est pas d'une santé de fer, quoi. Voilà. Donc c'était ça le but de dire, est-ce qu'il va falloir, si nous voulons échapper à des diseases, à des maladies, à des pandémies, des endémies, je sais pas quoi,
Est-ce qu'il va falloir que nous fassions comme les Amish, que nous disions tous, on veut revenir au 19e siècle, on veut supprimer les voitures, les machins, et on sera plus malade. Voilà. Alors après, on se trompera peut-être sur les causes et les effets. Hein. Si je supprime la voiture ou le téléphone, c'est pas ça qui va me rendre en pleine forme. Voilà. Mais si, mais il faut vivre comme eux, quoi. Si on vit pas comme eux, ben, on n'aura pas les mêmes résultats qu'eux. Donc je suis une logique un peu absurde qui consiste à dire si on vivait sans voiture et sans téléphone, peut-être qu'on n'aurait pas du tout de Covid-19. Qu'en pensez-vous, mes amis? Eh bien moi je pense que sans téléphone déjà il n'y aurait pas eu d'application tous anti-Covid, on n'aurait pas été surveillé dans tous les sens. Sans smartphone nous ne serions pas localisés en permanence avec un IP, etc., etc. Sans smartphone, sans téléphone, c'est la liberté. Gardons la voiture c'est les clés de la liberté. Mais par contre ne gardons pas le téléphone. Merci pour ton avis. Est-ce que Jean-Pierre Oui, alors ça m'amuse beaucoup. Alors, chaque chose a son avantage et son inconvénient. C'est grâce au téléphone que je peux vous entendre et parler avec vous. C'est grâce à la voiture aussi que je peux exercer mon activité qui permet à pas mal de gens de se nourrir. Donc, alors, moi, c'est la preuve, s'ils n'ont pas été malades du soi-disant Covid, qui est en fait le Divoque, puisque c'est un mot hébreu, rappelons-le, qui se lit de droite à gauche. Divoque, ça veut dire démon, celui qui divise. Donc, ça a presque réussi à nous diviser, hein, cette histoire. Mais pas complètement. Donc, qu'ils ne soient pas tombés malades, c'est la preuve qu'il y a, en fait, la vraie maladie, c'est la désinformation. Les gens croient qu'ils sont malades d'un truc qu'ils appellent Covid, alors que c'est le Divoque. Et puis finalement, ils sont très convaincus, alors que quand j'étais petit, il y avait des grippes. Ma mère me disait, t'as des copains malades, va jouer avec. Maintenant, on nous dit, surtout, enfermez-vous, n'allez plus au boulot, fermez vos boutiques, etc. Enfin, des trucs à l'inversement de la vie naturelle, qui se fabrique des anticorps au fur et à mesure qu'elle est confrontée aux situations. Bon, donc, alors, par contre, les Amish, les Amish, hein, Amish. Ils ont un truc qui me dérange majoritairement parce que, après tout, chacun mène la vie qu'il veut. S'ils veulent gratter la terre à la charrue et vivre et être en bonne santé et ne pas avoir d'accident de voiture parce qu'ils n'ont pas de voiture, je trouve ça très bien. Il y a qu'un truc qui me dérange, c'est disons la violence physique envers les enfants. Qui est appelée actuellement la violence éducative ordinaire, hein, par certains scientifiques qui ont prouvé que ça ne donne aucun résultat durable. Évidemment, l'enfant va faire ce qu'on veut, mais par peur et non pas pour le désir d'être en harmonie avec nous. C'est ça qui est très. Pour moi, c'est un peu là-dessus que j'aurais une grande réticence. Voilà, merci de m'avoir entendu. Alors merci pour ta conscience. Dans mon exemple, je voulais pas aller aussi loin, mais effectivement, tu as raison de le souligner. Il y a des choses auxquelles on n'adhère pas, tout simplement, et tu as tout à fait raison de le dire. Moi, ce que je voudrais faire là, c'est la synthèse entre vos deux avis, enfin nos trois avis. Est-ce que nous sommes contre le progrès? Sûrement pas. Individuellement et en groupe et en particulier au CNTFCH, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, non, on n'est pas contre le progrès, bien au contraire. On est pour plus de progrès, à condition que ce plus de progrès ne nous amène pas vers toujours plus de servitude. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle le progrès du numérique nous envoie vers toujours plus de servitude, malheureusement, parce que c'est l'utilisation qui est faite de cette révolution technologique, ou une révolution, on va dire technocratique presque, hein, parce que les antennes, on les a inventées à la fin du 19e siècle, mais on les a implantées en 5G à partir il y a 2 ans. Hein. Et pourtant, c'est la même technologie. Il n'y a pas de bonification. Voilà. Les panneaux photovoltaïques, on nous dit que c'est tout nouveau, tout beau. Ça date des années 1850. Ça a été inventé par les Japonais. Qui le sait? Peu de gens. Donc, il n'y a pas eu de progrès non plus. Hein. On est sur quelque chose un continuum, quoi, hein, une application différente, mais pas un progrès technologique. Ne confondons pas les choses. Donc voilà. Alors, nous, on est pour le progrès qui rend les gens libres et heureux. Voilà. Et ça, il n'y a que dans le cadre d'une démocratie qu'on peut y arriver. Donc, on l'a bouclé. Nous avons besoin de prendre un certain nombre de choses qui nous viennent pour des Amish ou d'autres tribus d'Afrique ou d'Asie ou je ne sais où. Ça, c'est très bien. Il faut conserver certaines choses. Et puis, il faut en adapter d'autres qui tiennent compte du fait que nous sommes désormais une société industrialisée, technologisée, si je puis dire, depuis un siècle et demi, on va dire, et qu'on ne fera pas de retour en arrière par rapport à ça.
Par contre, le progrès va consister à faire du travail sur nous-mêmes, beaucoup plus que sur la matière. Ça, c'est en tout cas notre avis. Et que ce travail sur soi, l'homme doit le faire pour simplement survivre à lui-même. Car ce qui nous est proposé aujourd'hui, par certains, c'est de ne plus nous survivre à nous-mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. Dire que nous sommes trop nombreux et qu'il faut se débarrasser de 90% de la population, c'est pas moi qui le dis, c'est le nouvel ordre mondial. C'est quand même gonflé en disant mais vous souffrirez pas. D'abord parce que c'est pas que vous allez mourir plus que les autres, c'est simplement que vos vies ne seront pas renouvelées. Et donc notre conscience ne sera pas affectée puisqu'on ne se rendra compte de rien, puisqu'on n'aura plus de conscience. Donc voilà, donc c'est ça qui nous est dit tout simplement. Donc est-ce que c'est métaphysiquement difficile à supporter l'idée que il y aura plus d'hommes sur la Terre ou ailleurs? Ça sera une chose rare, ça sera voilà. Et puis ceux qui resteront, ils auront une vocation un peu comme les chiens, les chats et les chevaux, domestiqués et esclavagisés quoi. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre engeance aujourd'hui, notre engeance d'êtres humains avec nos deux petits malheureux brins d'ADN qui tournent l'un autour de l'autre, mais qui ont vocation à devenir plus nombreux normalement. Hein. Donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. Voilà ce qu'au sein du CNT-FCH. Et on dit que pour faire tout ça, il faut travailler dans le collectif, il faut être ensemble, dans le vivre ensemble. Et là, il faut utiliser des méthodes qui n'ont pas été utilisées jusqu'à maintenant. Mais qui ont plutôt mis en œuvre la politique. La politique, il faut évidemment essayer d'éloigner sa perspective pour revenir à l'art de vivre et en particulier à la démocratie qui nous garantit beaucoup plus de choses que n'importe quelle forme qui nous amènerait des politiciens qui voudraient juger les choses à notre place. Voilà ce que je voulais dire. Avant de conclure, Philippe, j'aimerais que tu parles quand même de la réunion de ce soir pour les personnes du CNT-FCH. Alors effectivement, on a toute une série de personnes qui nous disent on aimerait bien discuter, mais venez donc ce soir, comme tous les lundis soirs à 21h, sur une salle dont le nom, si je peux dire le nom, commence par 826 et nos adhérents connaissent la suite du numéro. Ils sont invités à cette discussion ce soir comme tous les autres lundis. Voilà. Très bien. Est-ce que Jean-Pierre nous fera l'honneur d'un petit mot peut-être pour finir? Ah oui, un mot que j'aime bien, conscience. Progrès dans la conscience, puis qui génère le progrès dans tous les domaines de la vie. Merci. Merci à toi. Faut-il être comme les Amish? Moi, je dirais oui, en partie. J'ai retenu ceci. Soyons simples, pacifiques, attentifs aux influences du monde oligarmoche. Non, j'allais pas dire oligarchique vu ce qu'il représente. C'est oligarmoche. Et fort de cela, continuons le combat pour faire renaître la démocratie. Et pour ce, nous serons présents dans 48 heures avec le Conseil national de transition français, Canal historique et La France libre. Nouvelle émission, donc mercredi aux alentours de 19h30. Excellente soirée à vous.